Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel atelier du campus Les Amériques. Aujourd'hui, pour la prochaine demi-heure, nous allons parler de conseils juridiques et fiscaux pour réussir son implantation aux États-Unis. Et nous sommes en présence de deux habitués du marché de la zone États-Unis. Donc Léo Krimkier, qui est avocat et fondateur du cabinet Krimkier Law, que je laisserai se présenter. Bonjour. Rapidement. Bonjour. Et également donc Frédéric Victor Blanchard, qui est associé et cofondateur d'Orcom US. Et donc cet atelier sera modéré par Anna Pouzergue, que je vais laisser également se présenter, qui est co-GM du club French Founders. Bon atelier à tous. Merci. Merci beaucoup Valentin. Merci, Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravie d'être aussi bien accompagnée. Je représente aujourd'hui le club French Founders, qui est un réseau international de dirigeants qui existe depuis 10 ans maintenant. On accompagne 4000 dirigeants dans le monde, des entrepreneurs, des investisseurs et des dirigeants de grands groupes sur tous leurs sujets, tous leurs enjeux à l'international. Que ce soit des enjeux de recrutement, des enjeux de levée de fonds, des enjeux de retour d'expérience sur les go-to-market, US, APAC. Voilà. Et donc, on le fait à travers des mises en relation et des événements. On a des bureaux et des équipes présentes partout dans le monde. Donc, j'ai moi-même travaillé pendant 2 ans à New York pour French Founders et j'ai eu l'occasion d'accueillir beaucoup d'entrepreneurs qui passaient à cette étape pour le coup très ambitieuse, mais qui peut être aussi très fructueuse si elle est évidemment bien préparée. Donc une fois qu'on a fait son plan business, son plan financier, qu'on a fait son étude de marché, il reste une partie cruciale qui est l'approche juridique et fiscale. Et on va donc en parler aujourd'hui avec vous. Cette discussion sera interactive, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Donc je suis accompagnée de 2 membres French Founders qui sont basés aux États-Unis, Léo et Frédéric, et qui ont fait le déplacement pour venir vous voir aujourd'hui pour Big. Donc merci beaucoup Léo et Frédéric. Merci à toi Anna. Donc, merci à vous tous. Je vais vous laisser vous présenter et présenter vos 2 expertises du coup. Ok. Alors bonjour, moi je m'appelle Léo Krimkier, je suis avocat à New York. Ça fait une 20aine d'années que j'habite à New York. Je suis avocat français qui est devenu américain. J'ai mon cabinet depuis 10 ans et mon cabinet est spécialisé dans l'accompagnement de filiales de sociétés françaises et européennes qui se développent sur le marché américain. Donc moi j'interviens au niveau de la préparation quand le projet est en cours et au niveau de l'exécution de ce projet sur le territoire américain. Voilà, bonjour, Frédéric Victor Blanchard. Donc je suis aux États-Unis depuis 25 ans et j'assiste des sociétés également dans les aspects fiscaux, comptables et administratifs, des sociétés françaises s'implantant aux États-Unis. Le cabinet est présent dans 5 villes aux États-Unis, New York, Boston, Miami, Los Angeles et San Francisco. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de tous ces points administratifs, juridiques et comptables. Merci à vous 2. Donc on va débuter les questions. Donc dans la salle, j'imagine qu'il doit y avoir des entrepreneurs qui sont plus ou moins avancés dans leur réflexion pour aller aux États-Unis. Donc ma première question, ce sera la suivante. Quand on commence à bien réfléchir à l'éventualité d'un s'installer aux US, quelle va être la meilleure approche juridique et fiscale et quel sera le meilleur timing finalement ? Oui, alors souvent le timing d'une implantation ou d'un développement aux États-Unis va être opportunistique. Donc on va avoir un client, on va avoir un partenaire, ou on va avoir une nécessité de développement interne, telle que des employés ou une nécessité de servir des clients locaux. Donc les options qui sont disponibles sont assez variées. Il y a des options avec lesquelles généralement les entrepreneurs français vont démarrer, qui sont des options qui sont temporaires si elles viennent à se pérenniser par la suite. Ça peut être signer des contrats avec des clients américains, ça peut être mettre en place des contrats de distribution avec des partenaires américains, ça peut être aussi des moyens, je dirais, assez variés de développement en fonction des opportunités. Ouais, enfin, comme tu le dis Léo, justement, la première raison d'une implantation, c'est un projet. On vient aux États-Unis parce qu'on a un projet de développement commercial, une opportunité par rapport à un client déjà existant qui veut qu'on se rapproche de lui. Et tous ces éléments-là, en fait, vont venir poser la question de l'implantation aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la question de l'implantation, de la présence physique de la société aux États-Unis se pose. À travers déjà le choix d'une structure juridique,
il est certain que quand on vient aux États-Unis, on va avoir, comme vous l'avez en France, une multitude de structures juridiques disponibles. Et donc l'important, c'est de choisir la formule, ou en tout cas l'approche et la structure juridique la plus adaptée à votre besoin. Et c'est là où Léo et moi-même sont là pour vous aider. Oui, alors, excuse-moi, je dirais aussi que donc la structure juridique, la création d'une filiale aux États-Unis est un processus qui arrive à la fin d'un autre processus préparatoire d'analyse de la situation et d'analyse de votre projet pour déterminer que la filiale est bien le bon outil pour vous développer aux États-Unis. Et d'ailleurs, quelles sont les différentes structures possibles ? Alors, les différentes structures qui sont généralement utilisées pour créer des filiales aux États-Unis, c'est généralement des corporations à 90%, 95%, et des LLC qui sont des Limited Liability Company. Les Limited Liability Company, tu pourras le dire mieux que moi, présentent un certain nombre d'intérêts fiscaux, mais qui sont généralement pas ouverts aux non-résidents. Voilà, disons que chaque société dans sa typologie, en fait, va avoir un traitement fiscal qui est différent. Et donc, également dans l'approche de l'implantation, c'est de se dire, quand je choisis une structure juridique, de quelle manière cette dernière va être taxée et comment moi-même, en tant que propriétaire de cette société, je vais être taxé. Et donc, c'est là où, en effet, la corporation, qui est d'une certaine manière un peu l'équivalent d'une SAS en France, société, en fait, donc une personne morale à part entière, qui va payer son impôt en direct, qui va payer l'impôt sur les sociétés, et à contrario, l'autre type de structure juridique qu'on appelle la Limited Liability Company, une LLC, qui est une société transparente fiscalement et qui donc en fait va faire supporter la charge de l'impôt aux actionnaires de la société. Un peu comme une société civile, pour ceux qui sont familiers du système français, ou des sociétés en non collectif. Donc la transparence fiscale qui va donc imposer aux actionnaires de payer l'impôt aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un schéma qu'on aborde assez peu dans le cadre d'une filiale aux États-Unis, parce que ça obligerait la société française à avoir une déclaration fiscale aux États-Unis et donc à payer de l'impôt aux États-Unis. Ce qui, a priori, alors je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais vous avez suffisamment à faire avec les autorités fiscales françaises pour ne pas vous rajouter en plus, en tant que société française, les autorités fiscales américaines. Voilà. Donc l'avantage d'une corporation, c'est de créer un véritable écran entre vous, société française, et l'activité américaine. Et tout à l'heure, tu me parlais du Delaware. Alors on en a parlé en aparté, hein. Mais oui, tu as raison, Delaware. Alors comme peut-être certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, Delaware, paradis fiscal, bien évidemment, non, pas du tout. Alors je vous rassure tout de suite, ou pas d'ailleurs, il y a un mythe du Delaware, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, comme quoi dans le Delaware, on ne paye pas d'impôts. Alors malheureusement, c'est pas vrai. Le Delaware est un État qui est très pro-business, qui permet, dans la création d'une structure juridique, de faciliter sa création, de faciliter la gestion administrative et juridique de la société dans l'année. Et ça, Léo, tu pourras en dire un mot un peu sur les obligations d'ailleurs légales. Mais l'impôt est dû. Quand on fait du business aux États-Unis, ce qu'il faut retenir, quand on fait du business aux États-Unis, on doit payer l'impôt aux États-Unis. Il n'y a pas de paradis fiscaux, malheureusement, aux États-Unis. Il y a des avantages. On pourra les aborder tout à l'heure, mais en tout cas, c'est bien un État où on paye l'impôt. Oui, pour repartir un petit peu au démarrage de la création de la société, donc l'objectif de la création d'une société, ça va être de limiter la responsabilité des actionnaires. Donc au niveau juridique, on crée des sociétés pour créer un écran entre la maison mère et la filiale américaine, si jamais, et on le sait, les Américains sont très litigieux, si jamais la société américaine se fait poursuivre en justice. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1, qui va permettre de développer le business de manière sécurisée aux États-Unis et de protéger l'écosystème de la maison mère française. Et merci d'ailleurs de rappeler ça, parce que c'est un point très très important pour vous. Combien d'entre vous ici font peut-être déjà du business aux États-Unis et se disent, moi je fais mon business depuis la France. C'est-à-dire je prends mes produits, je les envoie directement en France. Et finalement, ça marche très bien. Pourquoi rajouter les coûts d'une structure, payer un comptable, payer un avocat? On pourrait s'en passer, on est tous d'accord. Le problème, comme Léo vient de l'expliquer, c'est que vous avez une directe exposition juridique et fiscale en ayant une activité aux États-Unis depuis la boîte française, depuis la société française, où vous prenez des risques clairement en direct de litiges avec des clients, de litiges contractuels, de litiges fiscaux également, où on pourrait dire, mais attendez, cette société française qui fait du business aux États-Unis a en fait un établissement stable aux États-Unis, donc une entreprise de fait, et donc doit payer son impôt. Et tout d'un coup, les États-Unis vont vous dire, à ce moment-là, nous, on va vous prendre 30% du chiffre d'affaires que vous gérez aux États-Unis comme une forme de
pénalité, fiscalité pénalisante, entre guillemets. Donc c'est très très important de penser à la filiale comme en fait une protection, un pare-feu contre des risques éventuels. Et les risques de litige aussi sont des consommateurs américains. Donc à partir du moment où le produit ou le service se retrouve sur le marché américain, c'est la mise sur marché qui va déterminer la compétence juridictionnelle des tribunaux américains si jamais les consommateurs américains se sentent lésés ou subissent un dommage. Oui. Donc c'est pour ça que c'est très important de le prévoir. Très bien. Donc, tu me disais, Léo, la dernière fois, dans 90% des cas à peu près, les entrepreneurs créent donc des filiales. Donc, une fois qu'on a décidé de créer sa filiale, comment on fait pour qu'elle fonctionne bien, cette filiale? Qu'est-ce que doivent faire les entrepreneurs pour bien préparer le fonctionnement de cette filiale? Oui, je me suis aperçu qu'on a oublié de mentionner les différentes options pérennes. Alors, quand on parle d'implantation, ça peut se faire évidemment par une filiale, et c'est le plus commun, et ça peut se faire aussi par d'autres méthodes. Et des méthodes qui sont communes, c'est par exemple l'acquisition d'un business ou d'un business unit. Ça peut être la mise en place d'une joint venture avec un partenaire que vous avez identifié, avec lequel vous vous entendez et vous avez des atomes crochus pour un développement US en commun. Et ça peut être aussi, si votre business model le demande, une franchise. Donc il y a différentes options qui sont disponibles. Donc, maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai que la filiale est le numéro un. C'est utilisé pour des raisons, comme je l'ai dit, de sécurité juridique, mais aussi de gouvernance. Donc la gouvernance d'une société américaine, ça offre un cadre. Et ce cadre va permettre de développer le business de manière organisée et structurée. Et dans le cas d'une acquisition, Anna, on se retrouve quand même à mettre en commun généralement la création d'une filiale avec la société qu'on rachète. C'est assez rare d'ailleurs qu'on prenne directement une prise de participation sur la société qu'on rachète. On va créer une forme de sous-holding, donc une société entre vous, société acquérante, et la cible, pour pouvoir justement avoir ce contrôle direct aux États-Unis. Oui, je simplifie. Dans tous les cas, il y aura probablement une création d'une structure. Dans un cas, la structure va être une filiale qui va originer de la part de la société mère. Dans l'autre cas, ce sera un peu différent. Mais quand même, pour revenir sur ta question initiale, sur quelles sont les démarches. Une fois que le projet est validé, une fois que vous avez dit, ça y est, moi, les États-Unis, c'est mon marché. Une fois qu'on a choisi entre nous le type de structure juridique, corporation, comme l'expliquait Léo, ou LLC. Après, l'étape suivante, c'est la mise en place de l'administratif de la société. C'est embaucher vos premiers employés, qui fait partie d'ailleurs, qui est une étape très très importante. N'oubliez pas que votre projet ne fonctionnera aux États-Unis que s'il est supporté par des équipes sérieuses en qui vous pouvez avoir confiance. Pourquoi? Vous êtes à 6000 km. 6000 km de votre filiale, donc avec une capacité de gestion relativement limitée. Très important d'avoir quelqu'un qui dirige votre entreprise aux États-Unis, donc vos premiers employés, pour pouvoir mener votre projet à bien. Et donc l'embauche fait partie, à mon avis, des éléments très importants. Et après, l'administratif, ouverture d'un compte bancaire, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure aussi, par les complexités aujourd'hui d'ouvrir un compte bancaire quand on est une société étrangère. Oui, pour rebondir, la gouvernance, c'est aussi envisager les réglementations dans les différents États. Donc là, c'est le gros challenge du juridique aux US, c'est la fédération d'États. C'est les 50 États avec les 50 lois différentes. Donc il y a un droit fédéral et des droits étatiques. Et à chaque fois, il va falloir s'adapter, il va falloir connaître les réglementations locales. Et c'est là le gros challenge. Et le challenge, il est côté fiscal aussi. Alors voilà, merci de le rappeler, Anna. En fait, on pense aux États-Unis comme un pays. Alors, c'est vrai, c'est un pays, c'est la même langue, plus ou moins les mêmes goûts, les mêmes façons de s'habiller, presque. Bien qu'entre un Californien et un New-Yorkais, il y a parfois une grande différence. Mais la réalité, c'est avant tout ces 50 petits pays indépendants. 50 fiscalités différentes, 50 lois sur le travail différentes. Donc, chaque fois que vous arrivez sur un nouveau marché, donc un nouvel État, on doit se poser la question, il y a une forme de remise en cause, en fait, finalement, de comment je vais aborder cette nouvelle implantation, ce nouvel État ou cet employé dans cet État. Et alors, comme tu l'as dit, en effet, on a 3 niveaux d'imposition aux États-Unis. L'imposition fédérale, qui est la nation américaine, que tout le monde paye, qu'on soit à New York, en Floride ou en Californie. Vous avez la fiscalité étatique, donc qui est celle en fait de l'État dans lequel vous faites votre business. Si vous avez donc une activité en Floride, une activité à New York ou une activité en Arizona ou ailleurs, vous avez une obligation fiscale dans chacun des États en plus de l'imposition fédérale. Et parfois même, vous avez une imposition de la ville. Alors souvent, les gens me disent, mais Frédéric, tu es en train de me dire que je vais payer
l'impôt fédéral, 21%, pour votre info, c'est le taux d'imposition fédérale. 21% auquel tu vas rajouter New York, la Floride, l'Arizona, la Californie. Bref, je me retrouve à quasiment 100% d'impôt. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une allocation de votre profit fédéral, c'est-à-dire du résultat que vous allez générer dans votre société. Ce résultat-là, on va l'allouer dans les différents États en fonction du chiffre d'affaires que vous allez réaliser dans ces différents États. Donc, en étant concret, si je réalise 25% de mon chiffre d'affaires en Californie, 30% à New York et 15% en Floride, eh ben, je vais répartir mon résultat dans ces différents États et je vais imposer mon profit dans ces différents États. Ce qui d'ailleurs dans certains cas, même si on peut y voir une certaine complexité, peut être assez intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 50 États différents, 50 taux d'imposition différents. Un État de New York qui va prendre entre 10 et 16%, ou la Californie qui va être à 9,40, est différent d'un État de Floride qui est à 6 ou 5,5. Voilà. Donc en étant très concret, on fait sa déclaration de manière consolidée au niveau fédéral et pas État par État. Alors, oui Valentin, c'est tout à fait ça. C'est une déclaration. D'abord, il faut avoir un bon comptable pour vous aider, l'importance d'être accompagné. Pour avoir cette démarche, pour comprendre comment ça marche. Mais tu as une déclaration fédérale consolidée, tout à fait, qui va regrouper toute l'activité américaine, chiffre d'affaires moins les différentes dépenses auxquelles vous avez droit, sur lesquelles vous avez payé l'impôt fédéral. Et ensuite, parallèlement, on va avoir autant de déclarations fiscales dans les États que d'États dans lesquels on a une présence, un nexus. Le terme dont vous entendrez parler par les professionnels que vous rencontrerez par Léo ou moi-même, c'est la notion de nexus, c'est-à-dire la présence physique ou économique d'une société dans un État. Et en fait, elle se mesure comment? Elle se mesure par la présence d'employés. Est-ce que j'ai des employés dans un État? Est-ce que j'ai des bureaux dans un État? Est-ce que je vais avoir un chiffre d'affaires significatif dans cet État? Et tous ces éléments-là vont permettre de créer un nexus et donc une obligation fiscale dans cet État. Oui, et ça me permet de rebondir sur les obligations récurrentes. Donc, quand on crée une société aux États-Unis, ça va engager des obligations récurrentes en fonction des États où vous allez vous enregistrer. Et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui de plus en plus, c'est à la suite du Covid, aux États-Unis, les employés sont la plupart en remote. Donc, du coup... en télétravail. En télétravail. Donc, la plupart des sociétés vont embaucher des employés un peu partout aux États-Unis. Et donc, dans ce cas-là, ça va créer de la complexité puisqu'il faut se rendre compte que chaque État et chaque employé va être géré, ou en tout cas va être soumis à ce droit local. Donc, ça crée de la complexité au niveau des payes. Donc, ça, c'est généralement géré par les services comptables tels que Frédéric. Et ça crée de la complexité au niveau juridique, parce qu'il faut regarder dans chaque droit pour s'assurer que la société fait bien et suit les règles locales. D'ailleurs, on abordera peut-être le sujet du coût salarial, mais il est vrai que dans la nouvelle vie qu'on vit aujourd'hui après Covid, tu as raison de le rappeler, c'est vrai qu'à l'époque, on avait tendance à dire j'ai un bureau à New York, j'embauche des New-Yorkais et on s'arrête là, d'une certaine manière, et qu'on allait chercher en fait un développement commercial par rapport à l'endroit où les clients étaient localisés. Donc on dit voilà, tiens, j'ai un client dans le Minnesota, bon, ça vaut peut-être la peine d'avoir un commercial là-bas pour aller surveiller mon client, ou en tout cas le servir, plus que le surveiller. Mais à côté de ça, la chose a beaucoup changé. Maintenant, le Covid, je vois même dans nos activités qui sont quand même des activités assez sédentaires, on se retrouve à avoir des employés dans différents États parce que le télétravail est chose commune aux États-Unis, ce qui en fait d'une certaine manière nous oblige à nous enregistrer dans des États, à payer l'impôt dans ces différents États et à se poser la notion de coût salarial. Mais justement, d'où ma question, parce que je pense que c'est une question qui est assez Combien cruciale et que tous les entrepreneurs se posent aujourd'hui. Combien ça coûte d'embaucher quelqu'un aux États-Unis? Combien coûte un salarié à peu près? Un salarié, ça va être... c'est des multiples... je sais pas, fois 2, j'ai l'impression. Par rapport à la France, tu veux dire? Par rapport à la France. Ça a beaucoup évolué ces derniers mois et ces dernières années. Oui. Oui, alors il faut comprendre qu'aux États-Unis, tout est plus cher. Donc forcément, les salaires sont plus chers aussi. Et les profils sont généralement difficiles à obtenir. Donc il y a beaucoup de compétition sur le marché du travail et peu de profils, moins de talent. Donc ça, c'est une grosse différence, je dirais, quand les sociétés sont prêtes à embaucher, de se rendre compte des différences culturelles qu'il existe entre la France et les US. Parce qu'aux US, il va falloir attirer les employés, il va falloir bien les traiter, il va falloir bien les payer et il va falloir
les choyer pour qu'ils restent. Parce que c'est Bien ça, sûr. c'est ça. Il y a beaucoup de Les avantages flexibilité. sociaux Ouais. aussi beaucoup aux États-Unis. C'est ça. On vit dans un monde, et je crois que c'est pas qu'aux États-Unis, je crois qu'en France c'est pareil, où en fait on a de plus en plus de mal à trouver la ressource humaine, de la trouver, et une fois qu'on l'a, c'est de la garder. Et de la garder passe en effet par des salaires qui sont relativement, le salaire du marché, comme on dit. Et à ce moment-là, on est en effet sur des ratios, tu as raison, 1,5 fois, 2 fois ce qu'on peut payer en France. Mais à une grosse différence quand même près, c'est que aux États-Unis, vous n'avez pas la couverture, la protection comme vous avez en France. C'est-à-dire qu'un salarié demain perd son travail, il va avoir un chômage très, très faible et pour une période très courte. Donc pour lui, c'est important d'avoir des économies qu'il puisse réaliser lorsqu'il travaille. La deuxième chose, comment attirer donc les talents? Bien évidemment, il faut déjà les trouver, mais après, une fois qu'on les a trouvés et les garder, c'est leur proposer ce que tu dis, des benefits, c'est-à-dire des avantages qui vont être différenciants par rapport à vos concurrents. Et donc, il est fondamental, quand on est une société française qui, en plus, est inconnue, c'est-à-dire, imaginez, c'est comme des Américains qui viennent ici et qui disent « je vais embaucher des Français ». On n'a jamais entendu parler de la marque, on n'a jamais entendu parler de la boîte. En tant que Français, je n'irais pas forcément m'aventurer avec un Américain. Et là, c'est pareil. Pourquoi des Américains employés iraient s'aventurer avec une petite boîte française qui n'a pas pignon sur rue, dont personne n'a jamais entendu parler, dont les dirigeants parlent un anglais plus ou moins moyen, dont on a du mal à les comprendre. Je m'inclus dedans d'ailleurs au passage, même après 25 ans. Donc c'est vrai que dans tout ça, c'est important de rassurer vos employés. Et les rassurer, ça passe de leur donner le maximum, dans une forme quand même raisonnable, et c'est leur offrir ce qu'on appelle la couverture médicale déjà, qui n'est pas obligatoire, enfin pas toujours obligatoire. Donc ça peut paraître surprenant, mais vous devez mettre en place un plan au sein de l'entreprise de couverture médicale. Et le deuxième bénéfice que l'on trouve, c'est la couverture, la retraite. Donc c'est permettre à vos employés de contribuer à leur retraite et vous-même de faire un abondement sur la retraite qui a été contribuée. Et les vacances. Les vacances, c'est pas obligatoire. Non. Donc les vacances, c'est un gros bénéfice. Et donc ces coûts-là, tu les as compris dans ton multiple de 1,5 ou c'est en plus? Pas nécessairement. Alors, maintenant, si on parle du concret, parce que c'est toujours intéressant de vous dire combien ça coûte vraiment. Les charges patronales aux États-Unis, de façon très large, parce que forcément, on pourrait dans le détail, mais là, on n'a pas trop le temps. Il nous reste 7 minutes. Comptez à peu près entre 10 et 12% du brut négocié avec le salarié. Donc concrètement, Anna, si tu as un employé qui vient te voir, tu vas d'abord parler de brut avec lui, ce qu'on appelle le gross salary, et de lui dire, voilà, sur un brut de 100, dans votre tête, vous dites, ça me coûte à peu près 110 ou 112 chargées, donc avec les charges patronales. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, on y rajoute la couverture médicale. Couverture médicale, alors il y a de tout. On va si je prends une analogie avec les voitures, il y a 2 chevaux, même ça vaut un peu cher en ce moment les 2 chevaux, mais de la 2 chevaux à la Rolls-Royce. Mais on va dire qu'en moyenne, si je prends l'exemple du cabinet, ça coûte à peu près $890, entre 800 et 900 dollars par mois et par employé. 800, 900 dollars par mois et par employé. Je précise bien parce que ça permet d'avoir un coût. Ensuite, vous rajoutez la retraite et là l'abondement. Donc l'employé, c'est un système de fonds de pension où l'employé contribue sur le plan et vous faites ce qu'on appelle un abondement, donc vous faites un montant équivalent. Et là, vous pouvez cotiser jusqu'à 22 500 dollars après par an. C'est le maximum, grosso modo, pour un employé. Donc ça vous donne à peu près, grosso modo, un coût qui, à la fin, quand on le cumule, n'est pas très, très, très éloigné de ce que vous paieriez peut-être en France, des 45% grosso modo, mais je crois quand même que ça reste inférieur. D'accord, très bien. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps et j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps pour les questions. Donc, on n'a pas encore parlé des contrats commerciaux, c'est quand même le nerf de la guerre. On s'installe aux États-Unis pour le développement commercial. Donc, Léo, est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus? Comment on réussit ces contrats commerciaux? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Oui, alors c'est essentiel de bien négocier ses contrats. Et ça commence aussi par négocier bien ses contrats avec ses employés. Tous ces éléments dont Frédéric parlait font partie de la négociation avec vos employés. Il n'y a quasiment rien d'obligatoire. Alors, la différence culturelle la plus importante, je dirais, quand on négocie les contrats commerciaux aux États-Unis, si on compare à la France, c'est que les contrats commerciaux vont être beaucoup plus longs. Le droit n'est pas codifié. Et donc, il y a plus de chances d'avoir un contrat déséquilibré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contrats sont plus longs et donc il faut négocier tous les termes.
Et généralement, c'est une habitude ou un réflexe que les entrepreneurs français n'ont pas forcément. Et donc, c'est important moi, je sensibilise les entrepreneurs français à bien lire leur contrat ou à faire lire le contrat ou à impliquer un avocat dès le début de la négociation. D'autant qu'aux États-Unis, tout est écrit. C'est-à-dire qu'il est fondamental de se rappeler que on doit écrire l'histoire, en fait, la relation qu'on va avoir entre un employé et la société, entre un client ou un fournisseur et la société, et que la notion de contrat cadre, de dire oui, mais la loi dit que, ça n'existe pas. Pas vraiment. Il y a des lois, bien évidemment, mais c'est beaucoup moins fort. Exactement. Il y a des lois qui vont être plus protectrices de la partie faible en France. Ça n'existe quasiment pas aux États-Unis. Ça va être la décision des parties et généralement le juge qui va être appelé pour un conflit va regarder le contrat et se tenir au terme du contrat. Malgré tout, pour mettre un petit bémol quand même par rapport à ce qu'on dit, c'est vrai que la question qu'on nous pose souvent, c'est mon premier employé, dois-je lui faire un contrat de travail ? La notion de contrat de travail aux États-Unis est beaucoup moins forte qu'ici. Ici, elle est obligatoire. Aux États-Unis, on est sur des contrats at will. At will, c'est-à-dire selon la volonté de chacun. Ce qui veut dire que concrètement, on se serre la main pour travailler ensemble et on se serre la main pour se quitter. Donc il n'y a pas cette notion, et ça veut dire, et c'est tout à fait légal, c'est qu'en fait, une simple lettre d'emploi peut en effet suffire pour commencer à travailler ensemble. Et donc le contrat de travail n'est pas forcément la norme. Donc, de ce que j'entends, j'ai l'impression que quand même chaque cas est assez spécifique. Ça dépend de la taille de l'entreprise, du niveau de croissance, du niveau de visibilité internationale et aussi du secteur d'activité. Donc en fait, chaque cas est assez unique, assez spécifique. Donc le conseil que vous nous donnerez, c'est d'aller voir un comptable et un avocat assez rapidement pour adapter à chaque fois la stratégie en fonction des... Oui, c'est une équipe. Je pense que évidemment l'avocat, le comptable, mais évidemment en préalable tous les gens qui vont aider à déterminer le business plan et le plan l'opportunité. Moi, je pense qu'avant tout, la démarche importante quand on a, c'est ce qu'on a dit au début d'ailleurs, c'est un projet. On ne va pas aux États-Unis avec 10 000 euros en poche et en se disant à moi l'Amérique. C'était une époque, il y a eu une époque comme ça, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Les gens qui ont eu l'expérience américaine, il y en a dans la salle, je sais, pourront vous dire que c'est un coût. Il y a un coût d'entrée, il y a un ticket d'entrée aux États-Unis. C'est un projet qui doit se préparer. Là, vous avez des professionnels en effet qui peuvent vous assister une fois d'ailleurs que le projet est réalisé. On peut vous aider aussi pour quantifier le coût du projet. Mais par contre, le projet c'est vous, c'est pas nous. Ce ne sont pas les consultants qui vont vous dire tiens, là, tu devrais faire ça, c'est ça qui va marcher. Non, vous devez avoir un projet qui est solide. Il faut déjà être solide d'ailleurs chez vous avant d'aller voir ce qui se fait ailleurs dans le prêt d'à côté. Regardez déjà de votre prêt si ça marche bien. Si le business marche bien, alors il y a vraiment une possibilité aux États-Unis. Combien d'entreprises on a vu, Léo et moi, arriver aux États-Unis et avoir leur marché américain dépasser de x2, x3, x4 l'activité européenne. Vous avez un potentiel énorme. Je vois dans la salle certains acquiescent et je le sais, c'est vrai, c'est vraiment une réalité. C'est un conseil que nous qui sommes à BPI France basés à New York donnons très fréquemment à nos clients. On va peut-être passer à la phase de questions parce qu'il nous reste plus qu'1 minute 45. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, monsieur, il y a peut-être un micro à vous faire passer. Anna, tu... Merci, pardon. Bonjour. Alors j'avais une question parce que vous avez parlé d'acquisition un peu plus tôt. Et en fait, moi j'avais une question qui me trottait depuis le début de la conférence. C'est vrai qu'on a eu le cas d'entreprises françaises qui faisaient des acquisitions pour avoir des filiales aux États-Unis. Mais en fait, qu'en est-il de l'inverse ? Si on veut être présent aux États-Unis, qu'en est-il du fait de se faire racheter en fait par une entreprise qui est basée aux États-Unis alors que nous, on est essentiellement basé en France et négocier donc du coup le rachat pour avoir une filiale aux États-Unis. Mais du coup dans le sens inverse. Je sais pas si. Je sais pas si dans ce cas-là ça créerait une filiale aux États-Unis. Selon moi, ça serait une filiale française. Ça serait en l'occurrence une maison mère parce que vous êtes racheté par une société américaine. Donc la maison mère, la société de tête, c'est la société américaine qui va racheter la filiale, votre société en France. Mais alors, ça peut être intéressant quand même, parce que je vois le fond de votre question. L'idée, c'est de savoir quelles sont les approches en fait d'arriver sur le marché américain et comment séduire un investisseur américain pour peut-être vous accompagner sur un marché américain. C'est des choses que nous voyons assez souvent d'ailleurs. Beaucoup de sociétés qui ont un projet sur les États-Unis se disent mais j'ai 3 manières d'y aller. La première, c'est appeler la BPI.
dire j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et ils sont très forts. Je le dis pas parce qu'ils nous ont invités aujourd'hui, mais je le dis parce que je le pense. Ils sont très forts pour vous aider à faire la démarche de venir vous implanter aux États-Unis financièrement et vous présenter les bonnes personnes. Deuxième étape, une fois que cet aspect-là a été géré, c'est peut-être d'aller acheter quelque chose là-bas. C'est ce dont Léo parlait tout à l'heure, c'est l'achat d'une structure. Le troisième, ça va être l'aspect trouver des financements et un investisseur aux États-Unis pour pouvoir justement gérer le marché américain et le projet américain. Je crois. Juste pour parler de la question du financement, il y avait à un moment, il y a peut-être une dizaine d'années, beaucoup d'entrepreneurs français qui venaient aux États-Unis pour lever des fonds auprès de venture capitalistes américains. C'est une tendance qu'on voit beaucoup moins ces derniers temps parce que justement, il y a des options en Europe qui sont nettement plus performantes et qui permettent de faciliter le projet parce que finalement, aller aux États-Unis pour lever des fonds, c'est compliqué. C'est compliqué, difficile même. Je crois qu'on a tendance à croire que l'argent, en claquant des doigts, se fait rapidement aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. Par contre, les valorisations sont plus importantes. C'est garder toujours en tête qu'il y a la facilité de trouver l'argent et à mon avis, c'est aussi difficile en France qu'aux États-Unis. Par contre, les valorisations sont x2, x3. C'est-à-dire quand vous allez lever 1 million ici d'euros, vous allez peut-être probablement lever 3 à 4 millions de dollars pour un même projet aux États-Unis. Très bien. Valentin, est-ce qu'il nous reste encore du temps pour une question? Non, plus Je de temps pense que apparemment. non, Bon, c'est pas grave. terminé. On En va tout devoir cas, conclure. sachez que Léo et Frédéric sont vraiment des experts du sujet. Ils ont accompagné des centaines et des centaines de structures sur ces sujets-là. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir pour leur poser des questions. Et nous sommes encore là quelques Voilà. minutes, donc si vous voulez. N'hésitez pas. On continue les échanges après l'intervention. Merci Merci à à vous. tous. Merci. Merci à pour tous.